Moi, j'ai grandi dans un monde où, pour les adultes, l'amour comptait. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, mon père m'a dit que la grande affaire de ma vie, ce serait de rencontrer une femme. Donc, je savais qu'il y avait un truc... Le plus beau voyage, c'était ça. Oui, c'était ça. Et que je sais pas, en tout cas, chez nous, on parlait d'amour. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, je me sens un peu, bizarre parce que généralement, j'invite des gens, mais là, je suis à l'étranger, donc mon invité m'invite aussi chez lui. Alexandre Jardin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté. Écrivain, vous avez écrit une trentaine de romans vendus à plusieurs millions d'exemplaires. Est-ce que vous le savez combien de livres vous avez vendus? Non. Ça vous intéresse pas? Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer demain. D'abord, j'ai toujours été surpris que mes livres restent. Je pensais que mon premier roman disparaîtrait, que le deuxième aussi, que peut-être qu'au bout de 50 livres, je commencerai à écrire convenablement. Non, je suis très intéressé par ce que je vis tout de suite, tout le temps. Juste peut-être vous faire plaisir en vous disant que la semaine dernière, j'étais à Montréal, on était à Paris, tout le monde, et je suis tombé sur Bille en tête, dans une librairie de livres usagés, un livre que vous avez écrit à 20 ans, ouais. Et il était mis en évidence, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas aller dans les J et là, regarder en arrière. Là. Il était mis à l'avant, pas à la manière d'une nouveauté, parce que dans une librairie de livres usagés, les nouveautés, c'est un petit peu impossible, mais il se vend encore, ce livre-là. Il plaît encore aux gens. Mes anciens moi continuent à circuler. Vous êtes très occupé. Oui. Je ne révélerai pas le détail de notre conversation privée, mais ça n'a pas été évident de vous avoir parce que vous avez encore une fois mis tout le poids du monde sur vos épaules. Qu'est-ce qui vous préoccupe ces temps-ci? Référendum citoyen? Ça va sortir jeudi en France. Et d'ailleurs, peut-être que les Québécois l'utiliseront, puisque on est contacté par beaucoup de pays qui vont vouloir utiliser. C'est une application référendaire qui est complètement révolutionnaire parce qu'elle permet de voter à partir de sa pièce d'identité. Ça lie la puce, donc ça prouve qu'on est québécois ou français ou qu'on est majeur, et ça empêche de voter 2 fois, avec une technologie qu'on appelle Zero Knowledge, c'est-à-dire que l'identification est faite dans le téléphone et ne part pas, surtout pas sur la toile, de manière à protéger les gens, et à ne surtout pas créer du data. Je ne veux pas savoir qui vote dessus, et je ne veux surtout pas qu'on le sache. Donc c'est construit pour ça, et ça part sur une blockchain, de manière à ce que aucune puissance étrangère, aucun parti politique, personne ne puisse modifier le vote des Français. En fait, on a en France une énorme crise de la déconnexion. C'est-à-dire que l'écart qu'il y a entre ce que vous votez et ce qui se passe en vrai est monstrueux. Donc il y a une énorme crise de la confiance et qui fait monter les extrêmes, parce que les gens, ça fait monter les colères. Et je me suis dit qu'à un moment, il fallait qu'on remette dans la vie de notre pays tout simplement le citoyen. Et qu'on aille progressivement vers une démocratie où le référendaire, où les gens pèsent directement pour compléter la démocratie représentative quand elle déconne, et de manière vraiment à reconnecter un pays. Et d'une certaine manière, pour être franc, je me fous un peu de ce que les gens vont voter. Ce qui m'intéresse, c'est pas le résultat, c'est le fait qu'ils votent. Mais qu'est-ce qui sera sorti jeudi? Puis là, vous pouvez aller dans le détail parce qu'on sera plus tard. Là. Ouais. C'est un pilote qui... Non, c'est pas un pilote. Ça va être vraiment institué, là? Oui.
pas institué au sens de étatisme. Il faut que la société, que le citoyen se prenne lui-même comme point d'appui. La démocratie, c'est ça. La base de la démocratie, c'est ça. Alors, évidemment, on respecte toutes les règles évidentes des droits de l'homme, etc. Il n'est pas question qu'on fasse n'importe quoi. Et puis, surtout, au mois de septembre, on va l'ouvrir à d'autres mouvements. On ne va pas privatiser la démocratie. Donc, on démarre pour démarrer. Et puis ensuite, il faut que d'autres mouvements, et on va instituer des règles pour que ce soit très sérieux et que ça puisse être vérifié par les citoyens eux-mêmes. Et quand il y aura 1 million, 2 millions de Français qui diront « Ah ben, 87% on veut ça », toute notre vie politique va bouger. Parce qu'il n'y en a plus un politique qui pourra arriver dans une émission et ignorer une nation qui se met en mouvement. Et c'est vachement émouvant à faire. Ben oui, puis c'est très émouvant. Parce que c'est pas de la politique, c'est du politique. Et moi, je suis vraiment un des enfants de René Lévesque, profondément. Et j'ai appris de Lévesque quelque chose qu'on sait au Québec, c'est que la maturité d'une société, pour se transformer, il faut la respecter. Elle a ses temps, elle a ses rythmes. L'évêque était véritablement capable de ça, même souvent contre les gens de son camp. Quand la loi, je crois que c'est la loi 101 qui était votée, il ne le supporte pas, il sort, il pleure. Il ne supporte pas de faire aux anglophones ce qu'on a fait aux francophones. Et, enfin, le mec est d'une dignité. Mais il disait qu'il ne voulait pas se venger. Oui. Il voulait de la justice. Parce qu'à l'intérieur de son parti, il y avait des gens qui voulaient aller beaucoup plus loin. Oui, oui. Et aller même jusqu'à un point où les anglophones, la minorité historique, n'auraient plus eu de droit acquis. Donc, ils auraient été obligés d'envoyer leurs enfants à l'école française ou alors l'école anglaise n'aurait plus été subventionnée par l'État. Et il disait, attendez, on fait quelque chose de bien pour nous. Ça ne nous empêche pas de faire en sorte que les anglophones conservent des droits acquis. On ne veut pas se venger, on veut de la justice. Moi, je suis vraiment impacté par cet homme. C'est drôle parce que en France, en dehors de Charles de Gaulle, mais c'était déjà ancien, je me sens proche de rien. Mais en revanche, je suis très lévéquien. Mais ça m'intrigue. Comment vous avez rencontré la figure de René Lévesque? Vous êtes français. René Lévesque est venu en France, je pense, à 2 reprises. Est-ce que c'est parce que vous êtes venu souvent au Québec? Racontez-nous. La première fois que je viens au Québec, j'ai 23 ans, on m'a invité parce que je sortais un livre qui était un succès au Québec, qui s'appelle Le Zèbre. Et j'arrive et j'avais acheté à l'aéroport un petit bouquin sur l'histoire du Québec. Donc j'étais un peu affranchi. Et j'arrive, je crois, le vendredi. Et j'avais un week-end un peu off, un peu tranquille. Et j'ouvre une carte de Montréal pour voir où je suis et où je vais aller. Et je vois qu'il y a un boulevard René Lévesque qui est au centre, qui structure la ville. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ont donné la moelle épinière de la ville à un gars qui a perdu un référendum. Est-ce qu'il a vraiment perdu? C'est un cas absolument unique. Et je me souviens de mon étonnement en regardant cette carte. Et progressivement, j'ai compris, il m'a fallu du temps, j'ai compris qu'en fait, il avait gagné. Que c'était pour ça qu'il avait le boulevard René Lévesque. Parce qu'il a peut-être perdu juridiquement, mais il a fait une nation. Il a conforté une culture. Et aujourd'hui, on parle français à Montréal. Il y a une culture, il y a un cinéma, il y a des éditeurs, des auteurs, et c'est quelque chose d'infiniment plus difficile de faire gagner la confiance en soi que de gagner un scrutin. Parce que c'est une bascule culturelle. Or, les Québécois revenaient de très loin en matière de confiance en soi. On était quand même nés pour un petit pain au départ. Donc, accompagner ça à toute une génération et puis le structurer politiquement pour faire plus qu'une œuvre politique, mais une œuvre culturelle, identitaire,
ça méritait bien un boulevard central. Ah oui. Donc, et puis après, quand j'ai commencé à rencontrer des politiques et les vieux politiques québécois, et je leur disais, mais vous avez conscience que vous avez gagné? Souvent, ils étaient en colère. Ils disaient, non, on a perdu. Je disais, non, vous n'avez pas perdu. Il faut que vous le sachiez. Vous avez gagné. Vous êtes des victorieux. Et René a gagné. Mais vous êtes un optimiste. On va en parler tantôt. Là. Vous, des fois, je me demande même si c'est pas un peu de la mise en scène. Vous êtes toujours à dire on va gagner, on va gagner, on va y arriver, on va y arriver, mais on se garde ça pour la fin. Est-ce que vous le saviez, en passant, que le boulevard René-Lévesque s'appelait le boulevard Dorchester? Oui, et que les Anglos ont refusé que le boulevard Dorchester à l'ouest soit transformé par le boulevard René-Lévesque. Donc, quand on est à Montréal, on est sur René-Lévesque et soudainement, on est sur Dorchester, à l'ancienne. En vrai, on est sur René-Lévesque. mais pourquoi? C'est parce que c'est beaucoup plus qu'un homme politique. Ouais. Pour moi, c'est l'équivalent de Mandela. C'est-à-dire, ce sont des gens qui portent des combats humains fondamentaux, la confiance en soi. Ouais. Mais il y a un truc avec l'évêque aussi. Beaucoup d'indépendantistes, il ne faut pas dire souverainistes, on me l'a dit. En France, beaucoup d'indépendantistes au Québec, aujourd'hui, avec le recul et que c'est facile de faire ça, regarde l'évêque de haut en se disant il n'était pas assez déterminé, il hésitait, il voulait toujours être indulgent. Et je les entends dire ça et je me dis, mais c'est humain. C'est-à-dire que vous préférez peut-être des figures plus fortes, mais ces figures-là n'ont pas réussi à séduire autant de Québécois que l'évêque a pu le faire, parce que l'évêque était comme les Québécois. D'ailleurs, la femme de Jacques Parizeau, qui a succédé à René Lévesque, a toujours dit, dans son hésitation, dans sa manière de concilier tout le temps, il y a tout le Québec derrière. Donc, elle était amoureuse de Parizeau, qui était plus à la manière d'un train en avance, mais ça ressemblait moins aux Québécois. Et d'ailleurs, les Québécois sont moins reconnus en un Parizeau, qui s'habillait 3 pièces à l'anglaise, qu'un l'évêque qui fumait. Même si c'est un homme étonnant, Parizeau, vraiment étonnant, l'évêque, c'est autre chose. Il est le héros de la confiance en soi progressive. Il est aussi le héros du nationalisme d'ouverture, qui n'existe qu'au Québec. Partout dans le monde, le nationalisme, c'est une fermeture. Or, René Lévesque, c'est l'homme qui ouvre le Québec à la culture du monde, à l'époque où il présentait son émission de télé. Point de mire. Point de mire. Donc, c'est lui qui va introduire les Québécois à la culture politique du monde. Donc, il est l'homme de l'ouverture et l'homme du nationalisme. Et il est donc... Il incarne par ce parcours absolument stupéfiant le type qui ouvre les têtes et le type qui dit, pour bien communiquer avec le monde, il faut vraiment être soi. Ouais. Ce qui n'a rien à voir avec un esprit de fermeture. Rien. Il n'y a pas plus intéressé par les autres peuples que lui. Mais il dit il faut être dans la confiance en soi et on communique mieux. Oui, ben il disait on ne peut pas être à l'aise devant les autres si on n'est pas à l'aise. Il faut faire sa garde-robe. Oui. Il faut cirer ses souliers avant d'ouvrir la porte aux autres. Et ce nationalisme-là est très proche du mien en France. C'était cette forme d'ouverture. Alors que dans la tradition française, les nationalismes français ont toujours été des nationalismes de fermeture. Et non pas d'amour profond pour l'espèce. Parlons de la France, justement. Je vous ai entendu dire tout récemment que, et vous étiez au Québec d'ailleurs, vous êtes chanceux, les Québécois, ça va bien ici, là-bas, ça va mal. Bon, ça fait 2 jours que je suis ici. Il y a quand même une chose que j'ai remarquée par rapport à la dernière fois. On dirait que les gens ont la mine basse un peu quand même. Oui. Les gens ne se parlent pas beaucoup entre eux dans le métro. C'est pour sa gueule. Pouvez-vous nous expliquer un peu du point de vue d'un Français, là, puis vous avez un point de vue qui est très original, qu'est-ce qui ne va pas? C'est assez large comme question. On est complètement en France au bout d'un cycle. En fait, toute la société a bougé et les structures politiques n'ont pas bougé. En gros. Donc, on est au maximum de la déconnexion par rapport à une société qui bouge, qui est extraordinairement différente et où les gens veulent compter. C'est-à-dire qu'on continue à avoir des institutions où les candidats demandent un chèque en blanc pour 5 ans. Et en fait, le peuple est viré le soir de l'élection. Et ce vieux système est complètement déphasé.
il ne permet plus, et comme il ne permet plus de régler les problèmes, le monde politique se fragmente parce que plus c'est impuissant, plus ça ne règle pas les problèmes, plus les extrêmes gagnent, plus ça se fragmente, et plus on ne parvient plus à faire de l'unité. Et une des choses que je veux essayer de rétablir avec les référendums, c'est l'esprit d'unité. Parce qu'on est d'accord en France sur beaucoup de choses, en fait. Mais ça ne recoupe pas forcément ce que les partis politiques disent. Et il faut qu'on puisse exprimer notre complexité. Et un référendum, ça le permet, puisqu'on répond au sujet. Et surtout s'il est extrêmement concernant. Donc on a une crise de démocratie. Chez nous, elle ne fonctionne plus. Et c'est très dangereux, parce que ça amène beaucoup de colère, beaucoup d'incapacité à résoudre nos problèmes, alors que nous n'avons que des atouts. Donc on est dans une situation totalement absurde, et je vois bien que c'est drôle, parce que notre application, hier, elle a basculé sur Google. Et c'est mon fils Robinson qui est allé chercher toutes les équipes. Mais c'est l'idée de Robinson, c'était pas mon idée, de Robinson Jardin. Et Robinson m'appelle et il me dit c'est bon, ça commence. C'est sur Google. Et là, je me suis réveillé, je dormais. J'étais tellement crevé, parce qu'on ne dort plus depuis des jours et des jours, parce qu'il y avait plein de bugs. Et je me suis filmé, j'ai foutu la vidéo, et puis après, je me suis endormi. Ce matin, je me réveille et je vois 220 000 vues. Waouh! La nuit. La nuit, tout le monde n'est pas crispé sur son téléphone. Donc, l'attente sociale, elle est énorme. Ben oui, il y a des gens qui travaillent la nuit aussi, hein, et on les a oubliés. Oui, il y en a. Mais la preuve, ils étaient réveillés, ceux-là. C'est ça, exactement. Mais donc, on est au tout début d'un processus de reprise de confiance en nous-mêmes face à nos appareils politiques. Et c'est pour ça que je parle de l'évêque. Parce qu'on est un peuple qui, pour l'instant, est en train de perdre confiance en lui-même, en sa capacité à faire une société. Et il y a plein de Français qui se barrent, il y a plein Donc, moi, j'ai envie de ramener ça. Mais il y a des extrêmes aussi. Moi, on m'explique souvent, quand il y a des élections, comment ça fonctionne ici. C'est que là, s'il n'y avait pas les partis au centre, là, ça serait l'extrême gauche, l'extrême droite. Et ce qui arrive, c'est que on fait des alliances pour essayer de réduire l'impact des extrêmes. Et là, finalement, on se retrouve un peu au centre, mais il y a bien peu de gens qui oui, dans l'ensemble, se retrouvent au centre. Mais le centre ne répare pas le système. Donc, le centre est impuissant. Et on doit sortir de l'impuissance. Et la seule manière, même juridique, parce qu'aujourd'hui, le domaine de la loi en France, il est surveillé par le Conseil d'État, par le Conseil constitutionnel, par la Cour européenne de justice, par la Cour européenne des droits de l'homme, par les instructions européennes. Donc, votre bulletin de vote, il ne vaut plus grand-chose. Et les gens le savent. Donc, c'est aussi tout ça que l'on doit réparer et que le centre ne fait plus. Ne fait pas. Donc, c'est pas qu'on aurait un méchant Macron dans un coin. C'est beaucoup plus grave. C'est un système qui ne part plus du citoyen et du respect des gens et de leur volonté propre. Et c'est tout ça que je vais essayer de rétablir avec beaucoup de monde. Et on a commencé par un combat qui a été très incompris par une partie des élites françaises, qui ne le comprenaient pas, parce qu'elles n'en souffraient pas. Et là encore, quand je parle de déconnexion, il y a eu une loi en France qui crée ce qu'on appelle des ZFE, des zones de faible émission. Sur le papier, on se dit, très bien, c'est écolo, pourquoi pas. Dans la réalité, c'est du tri humain. Et l'écologie, pour moi, ça ne peut pas être la ségrégation. Alors ça vous a attiré un peu d'ennui. On disait Alexandre Jardin, il écrit des romans, beaucoup de femmes le lisent, c'est un homme de gauche. Et là, finalement, vous vous êtes fait des ennemis parce que, justement, vous avez dit, attendez, il y a l'idéologie, il y a le bien avec un B majuscule, mais quand on s'en approche, on se rend compte que ça peut faire le mal, d'une certaine façon. C'est là que vous avez défendu ce que vous avez appelé les gueux.
Pour la petite histoire, le mot gueux au Québec, si on ne vous l'a pas dit, c'est les visiteurs. Hein? Donc, quand vous êtes mis à défendre les gueux, je me dis, il y a un autre film des visiteurs qui sort. Donc, est-ce que vous pouvez la raconter, l'histoire? Vous êtes à la boulangerie il y a quelques années. Oui, dans un village du sud. Dans votre village. Oui. Je découvre à la boulangerie, il y avait un type qui était furieux, qui gueulait, et il dit qu'à partir du lendemain, il ne peut plus récupérer ses enfants. Il avait divorcé. Ses enfants étaient dans une de ces zones. À faible émission. Oui, où se trouvait la maman. Et dans ce village, les revenus sont bas. Donc c'est évident que personne n'a les moyens de changer de voiture ou de s'acheter des voitures électriques à 30 000 $. Hein. Donc ça n'existe pas. Et cet homme, qui était un maçon, gueulait parce qu'il voulait récupérer ses enfants le vendredi. Et il ne pouvait pas payer 135 $ de tickets à l'aller et 135 au retour. C'est impossible, quoi. Donc, il était vraiment dans une impossibilité. Et j'ai eu du mal à croire que c'était vrai, d'abord. Parce que j'avais traîné beaucoup en Asie et je n'avais pas surveillé ça, ce qui se passait en France. Ça me paraît bizarre. Je vais me renseigner, je vois que c'est vrai. Et que ça concerne 11 millions de véhicules. Plus de 20 millions de gens. Donc un truc de fou. C'est le tiers du pays, ça. Là. Oui, un tiers du pays. Je me renseigne, j'appelle des copains qui ont été directeurs de cabinet de ministres importants, un truc pour qu'ils me retrouvent l'étude d'impact de la loi. Et je tombe sur un petit texte d'une demi-page. On ne les avait même pas comptés. On ne les avait pas vus. C'est-à-dire que le mépris social de Paris, de la technostructure parisienne, c'est pas des méchants. C'est juste qu'ils s'en foutent. Ils ne voient pas. On n'avait pas vu 20 millions de gens. Ça me paraissait. Donc je suis rentré en campagne, en conflit, et puis j'ai fait un premier post qui se terminait par une phrase qui était très provoque. J'ai dit, mais on s'en fout, c'est des gueux. Et puis le mot gueux est devenu un hashtag, et puis c'est devenu un symbole de la France méprisée. Mais là-dedans, 22 millions de gens, c'est pas uniquement les gens très pauvres, c'est les classes moyennes, qui n'ont pas les moyens, tout simplement, et qui tout à coup se trouvaient exclus des villes où sont les hôpitaux, où est le travail. C'est les artisans qui ont leurs clients. Puis comment on va faire tourner les villes si ces artisans ne rentrent pas pour les plombiers, les gens qui réparent les chauffages. Donc, on était en plein délire idéologique. Mais les Parisiens s'en foutent parce qu'ils ont des métros, ils ont des RER, ils ont des trains, ils ont des transports en commun. Donc, pour eux, il n'y a pas de problème. Mais en gros, on a 40% de notre peuple ici qui vit dans la ruralité, plus à peu près 20% dans les grandes banlieues. C'est-à-dire qu'on a 60% de gens qui étaient dans une merde noire. Et tout le monde s'en foutait parce que ce sont des gens qui n'ont pas accès à la télé, ce sont des gens invisibles dont tout le monde se fout. Et puis, une grande partie aussi de ces colères, de ces zones-là, se sont mis à voter pour l'extrême droite. Parce qu'ils ne s'étaient pas entendus. Et moi, je les connais, ces gens, ils ne sont pas particulièrement méchants. Ben, ils votaient pour l'extrême gauche avant même. Oui, ils sont partis du Parti communiste à l'extrême droite. Mais en fait, ils votent en désespoir. Et donc, à un moment, je me suis dit, stop, ça suffit. On ne va pas vivre dans un pays où on va trier les humains. À qui a le droit d'aller à l'hôpital. Parce que c'était ça. Et puis en plus, je me suis rendu compte que ça provoquait des dysfonctionnements. À Rouen, par exemple, tout à coup, les gens ne pouvaient plus aller à l'hôpital, donc ça faisait exploser les frais de taxi de la sécurité sociale, avec des courses à 400 $ pour aller chercher les gens. Enfin, ça devenait tout à coup, la puissance publique devenait le problème et non pas la solution. C'est-à-dire qu'on était dans une sorte de monde à l'envers. Et ce mouvement a grandi, mais je n'ai pas fait exprès d'en faire un mouvement. Ça s'est fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la France oublie la France? C'est-à-dire, on dit souvent que la France, c'est ses paysans, c'est son petit monde, puis avec toute la tendresse qu'il a dans le mot petit, là, soit dit en passant, son grand monde, finalement. Une France qui l'oublie, celle-là, comment c'est devenu possible? Comment vous expliquez ça concrètement, ce qui s'est passé? Vous avez parlé de Paris versus le reste, finalement. Paris a toujours été en décollage vertical. Et progressivement, ce n'est plus devenu une ville française. C'est devenu une ville parisienne. Au fond, les préoccupations des Parisiens sont plus proches des préoccupations des Londoniens,
des gens des grandes villes du monde. Des New-Yorkais. Oui, des New-Yorkais. Et ils sont devenus des tomates hors sol, qui pensent hors sol, qui ont leurs médias, qui contrôlent les médias, donc les représentations du monde. Et au fond, toute cette France populaire, en gros, le niveau de vie à Paris est le double ou le triple du niveau de vie des départements. Donc même, ils vivent dans un monde de consommation qui n'est absolument pas celui des autres. Dans mon village, personne n'emmène sa voiture au garage. Les gens la réparent. Les vidanges, ils les font eux-mêmes. Pourquoi ils n'aiment pas les voitures électriques ? Parce que la valeur d'une voiture électrique dépend des batteries. Or, la batterie, sa valeur se perd. Donc, ils n'ont pas un niveau de vie suffisant pour pouvoir se payer une voiture. D'abord, hors de prix, qu'ils ne peuvent pas payer, mais ensuite, qui va se dévaloriser. Donc, ce que je dis, c'est un raisonnement que ne peut pas comprendre un Parisien, parce que lui, il va dire « Ah, mais non, c'est clean. » Il va raisonner dans son univers mental. Donc, il y a eu une lente déconnexion qui est favorisée aussi par nos institutions, qui sont très centralisatrices. Il y a eu des tentatives vagues de décentralisation, mais l'administration parisienne reprend toujours le pouvoir. Et puis, il y a eu 10 ans de Macron, qui est... Alors là, ça a été le décollage maximal. C'est parce qu'en fait, à travers lui, c'est toute la technocratie parisienne, pro-européenne, qui s'entend bien. Entre techno, ils s'entendent très bien. Mais ils vivent plus avec des bottes. C'est le même langage, oui. Mais c'est pas le français. C'est un problème culturel, en fait. Beaucoup plus qu'un problème politique au sens partisan du terme. Et on a perdu nos racines gaulliennes. Charles était un homme qui, d'abord, avait recours au référendum et y obéissait. Ah oui, même quand on lui demandait de partir. Il s'en va. La dernière fois que les Français ont voté, tout est dit, c'est en 2005, ils refusent la Constitution européenne. C'est Maastricht. Oui. À 55%. C'est-à-dire pas un énorme écart, 10 points d'écart. 2 ans plus tard, les partis et Sarkozy vont bricoler à peu près l'équivalent de ce que les Français ont refusé. En fait, les élites politiques s'asseyent sur une décision référendaire. C'est une décision... Alors, légalement, ils peuvent. On vous dira, oui, mais c'est légal. Mais il y a quelque chose qui, pour moi, est toujours plus puissant que la légalité, c'est la légitimité. Parce que si on commence à jouer avec des règles et qu'on se décolle de la légitimité réelle, vécue, charnelle, ben on fabrique des systèmes hors sol. Et donc, juridiquement, c'est propre. Hein. On peut. On s'en lave les mains. Oui, on s'en lave les mains. Mais à un moment, le réel existe. La légitimité existe. Et on s'est retrouvé avec des gens là, aux dernières élections municipales, tellement le rejet est fort, le maire de Paris est élu avec 23% des électeurs. Le maire de Marseille, avec 16%. Le maire de Roubaix, 15%. On est dans des chiffres surréalistes. Tellement, en fait, les logiques de mépris des partis qui se battent non pas pour écouter, mais pour affirmer leur point de vue. Donc la capacité d'écoute de notre système a fondu. On parlait de l'évêque essayant tout le temps d'être connecté à l'état de maturité et d'ambivalence du peuple québécois, mais il n'était pas déconnecté. Il n'était pas du tout déconnecté, même dans son mode de vie. Il circulait, il parlait avec les gens. Il n'était pas... Paris, quand on regarde, même l'apparat du pouvoir est devenu fou. Aujourd'hui, je sors, on peut croiser Macron ou je ne sais pas qui, c'est des cortèges avec des motards, on arrête la circulation, les ministres... c'est des trucs insensés, quoi. Ça ne correspond plus à... Il y a un monde nouveau qui doit naître.
on va l'aider, on va l'aider à accoucher. Et c'est d'ailleurs ce qui est beau, c'est que dans tout ça, l'outil, il y a quelqu'un qui s'appelle Alexis Roussel, qui est un des architectes de l'outil, mais c'est Robinson qui va le chercher, et qui va me chercher. Et c'est mon fils Robinson, il a 30 ans, et c'est un gars de 30 ans qui est en train de dire « Papa, t'es un peu médiéval. La blockchain existe, les technologies zero knowledge existent, on peut bâtir... il me l'a dit d'ailleurs, il m'a dit « Attends, c'est génial les gueux, mais c'est un peu médiéval. Il faut... » Mais c'était pas si fou que ça, mais les temps médiévaux, finalement, on s'en rend compte. Oui, parce que le rapport à la démocratie était peut-être... Oui, les gens se parlaient. Bon, les gens se parlaient. Et puis les élites étaient beaucoup moins déconnectées, puisqu'ils vivaient sur place. Oui. Donc, mais en tout cas, là, dans l'étape 2, après les gueux, il y a quelque chose qui vient des 30 ans, des gens de 30 ans. Oui. Et d'ailleurs, l'association qui porte l'application... c'est Robinson qui est le président, c'est pas moi. Je veux qu'on parle des gens, parce que vous les aimez, les gens. Oui, j'aime ça. Non, mais c'est parce que ça peut sembler complètement banal de dire ça. On aime les gens. Mais on vient de parler de certaines personnes qui ne les aiment pas ou qui ne leur parlent plus. Ils vous parlent, les gens, dans la rue. Ils vous écrivent. Oui. Les gens, ils viennent vous voir. Ils vous déposent des documents sur votre table. Oui. Partez avec les documents. Oui. Vous les ouvrez, vous en faites des livres. Est-ce qu'un écrivain peut ne pas aimer les gens? Oui, il y a plein de salauds qui ont beaucoup de talent. Céline est une ordure. Proust, je ne suis pas certain que j'aurais été copain. Ensuite, politiquement, quasiment tous nos grands génies du XXe ont été staliniens, à soutenir les camps de concentration. Enfin, c'était quand même des gens bizarres. Non. Un des plus grands stylistes, qui était la mort de ma grand-mère, qui s'appelle Paul Morand, était franchement une ordure. Non, mais c'était une mauvaise personne, mais est-ce qu'il était... Parce que vous dites, je croise à la boulangerie un homme, un maçon, il crie. Ça veut dire que vous habitez pas loin. Je pense que vous avez fait de l'argent, vous devez avoir une belle maison. Non, j'ai même pas fait d'argent, j'ai fait beaucoup de divorces. J'ai oublié ça. Mais bon, enfin, je pense que vous avez quand même un bon train de vie. Est-ce que je me trompe? Non, pas tellement. Non, pas tellement? Non. Est-ce que c'est ça alors qui vous garde près des gens? Non, c'est même pas lié à l'argent, parce que j'ai des moments où j'en ai, j'ai des moments où j'en ai pas. Bon, et ma manière de vivre, en réalité, n'a jamais bougé. Puisque même quand j'avais beaucoup d'argent, j'ai plein d'enfants, donc ça coûte les yeux de la tête, toutes les études, tout le bordel. Non, c'est pas ça. C'est... D'abord, ça rend heureux de faire des trucs avec des gens. Ça fait 25 ans que je construis des programmes associatifs en France. Et des vrais gros programmes. Un des gros marche au Québec s'appelle Lire et faire lire. Ça, j'ai beaucoup appris en construisant ça. On embarque les anciens dans les écoles maternelles et primaires pour transmettre le plaisir de la lecture. En France, on fait lire 800 000 enfants. C'est incroyable. Vous avez des milliers de bénévoles. Là. Oui, 20 000. Et c'est quand même une armée. Hein. Mais une armée d'intelligence, une armée d'écoute. Avec les petits, et une armée d'intégration des nouveaux Français. Parce qu'il y a beaucoup de gamins issus de l'immigration. S'ils ne sont pas aimés, pourquoi ils aimeraient le pays? Il faut qu'ils aiment une dame qui les aime. Ils n'aiment pas un drapeau, un petit. Ils aiment une dame, un monsieur. Donc, plus je me suis engagé, mais j'ai monté beaucoup de programmes comme ça, des trucs en prison, des trucs... plus j'ai compris l'extraordinaire intelligence de mon peuple. Et quand on a grandi dans la bourgeoisie parisienne, on pense quand même que l'intelligence est à Paris. On pense qu'un médecin de Blois est moins bon. C'est ce qu'ils pensent tous. C'est pas vrai. L'intelligence aujourd'hui est partout, l'information est partout. Il y a des gens à Blois,
à Tours qui connaissent très bien le sud du Vietnam. La société n'a plus rien à voir. Mais les schémas mentaux sont restés les mêmes. Et donc, ce qui m'a profondément guéri de cette culture du mépris, ça a été l'engagement associatif. Et je voyais bien, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, beaucoup cherchaient des numéros de téléphone de journalistes parisiens pour se faire entendre. Et beaucoup sont passés au début par ma page Facebook. Et puis, j'ai fait la première réunion à Paris, chez un copain photographe qui avait une cour dans le bas des Champs-Élysées. Et c'était une réunion carnet de téléphone. C'est-à-dire, tout le monde donnait, on faisait les connexions. Bon. Et puis, à un moment, j'aurais dit, mais vous êtes tous provinciaux, pourquoi vous voulez faire que des réunions à Paris donc, on décide, il décide, Marseille. Et je dis que quelqu'un connaît une salle à Marseille, il ne connaissait pas. À l'époque, je connaissais Bernard Tapie, qui était un type très connu en France, et qui était le propriétaire du journal de Marseille, La Provence. Et à La Provence, il y a des grandes salles. Et j'appelle Tapie et je dis, je suis avec tous les gilets jaunes qu'on commence à voir sur les plateaux de télé, on a besoin d'une salle. Est-ce que tu donnes les salles du journal La Provence ? Et à ce moment-là, il dit, mais vous êtes où ? Je dis, dans le bas des champs. Il dit, mais venez chez moi. Donc, on débarque dans l'hôtel particulier 18e siècle de Bernard Tapie, avec des dorures partout, avec les gilets jaunes, et avec Madame Tapie qui servait des noix de cajou à la truffe. Le truc était complètement dément. Bon, la réunion se fait, il donne la salle, il sort une énormité, il dit, de toute façon, vous avez raison, on ne peut plus rouler à 300 avec une Ferrari. Je lui dis, t'as raison, c'est le problème des gilets jaunes. Même combat. Mais en même temps, c'était tellement fou que je me souviens, les gilets l'ont applaudi. Ils étaient venus voir le personnage de la télé. Et quand on sort, je croise un éditeur parisien, que je connais bien, qui sort de la maison d'édition d'en face. Et il me dit, qu'est-ce que tu fous là à 21h, 22h ? Et je lui raconte la scène. Et il me regarde décomposé. Et il me dit, tu connais ces gens-là ? Ces gens-là. Ces gens-là. C'est fort, la formule, là. C'est horrible. Les autres. Oui. On n'en est pas. Il y avait tout le mépris d'un patron d'une grande maison d'édition parisienne. Et tout le problème français était là. Ben oui. Et je lui ai dit, mais t'as pas honte ? T'as pas honte. En tant que patron d'une maison d'édition, tu devrais écouter tout le monde. Ce sont aussi tes lecteurs. Et après, il m'a dit, mais non, je lui ai dit, c'est sorti comme ça. Et c'est la vraie question, c'est que le mépris est une culture. C'est pas juste... et le vrai mépris qui est endémique en ce moment dans la société parisienne, c'est non seulement de penser que ce sont des cons, mais pire que tout, c'est de même pas les voir. D'où le fait qu'on les ait même pas vus dans la loi sur les zones à faible émission. On les a pas comptés. Mais il y a quelques années, ou alors ça fait quelques mois, vous aviez défendu des agriculteurs qui barraient des routes. Et en entrevue, à quelqu'un qui vous disait... il y a question des agriculteurs, vous aviez dit, c'est pas les agriculteurs, c'est beaucoup plus gros que ça. C'est-à-dire, si on défend pas les agriculteurs, qui va nous nourrir? Et alors, qu'est-ce qu'on va manger? Et si on mange plus notre nourriture, on mange donc la nourriture des autres, alors qu'on peut la faire pousser nous-mêmes. Vous parlez de mépris, de plus voir les gens, c'est qu'on dirait qu'on voit pas deux coups d'avance aussi. Oui, on est déconnecté. Non, mais on voit des gens qui rustres. On dit, ils bloquent des routes, ils crient. Ils braillent. Ils ont un tatou qui dépasse un peu le col. C'est des cons. Attendez. Ils nous nourrissent. C'est sans eux, qu'est-ce qu'on mange? On mange des trucs congelés qui arrivent dans des camions alors qu'on peut les faire pousser ici. Mais on n'est plus en France. On se dit, c'est pas grave. On est en Europe. On va prendre de tout partout comme ça. Ça, c'est grave, là. On voit pas deux coups d'avance. C'est une perte de bon sens absolument extraordinaire. Parce que dans la culture du mépris, il y a une perte de bon sens. La question de la souveraineté alimentaire, elle est fondamentale pour tous les pays. Il peut y avoir une épidémie de virus, il peut y avoir... là, par exemple, en France, on a une grande partie de nos poulets qui arrivent d'Ukraine, une grande partie des œufs.
Mais si les Russes rentrent, qu'est-ce qu'on va bouffer? Si les Russes ferment. Donc, là, ça va faire partie de nos référendums. C'est-à-dire de rétablir une souveraineté alimentaire qui est un truc de bon sens. C'est-à-dire qu'il faut que les salades arrivent de zones maraîchères autour des villes. Ce qui est un peu irréel, c'est que ce soit un écrivain de le dire. Non, je trouve pas, moi. Une chance que c'est les écrivains, s'il y en a qui parlent, ce sont eux qui parlent. Il me semble que c'est le mandat d'un écrivain. C'est lui qui a la peau suffisamment sensible pour ressentir ces choses-là. En tout cas, dans les faits, ça se... Vous aimeriez que ce soit des politiciens. Ben, on se dit quand même... je veux dire, la perte de bon sens, garantir qu'il y ait quelque chose dans l'assiette. C'est quand même pas demander... parce qu'il y a des crises mondiales, il y a des crises de... Je veux dire, si Hormuz, finalement, est coupé, et qu'il y a des véritables pénuries, les pays très dépendants du pétrole pour manger, mais ils deviennent quoi? On dit quoi au moment? Et je me suis engueulé la semaine dernière avec le patron d'un journal assez libéral, mais un type intelligent que je respecte beaucoup, mais qui là déconne. Il m'a dit, mais tu y es pas du tout, les accords du Mercosur, il faut signer tout ça. L'agriculture, ça pèse pour quelques pourcents. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais dis donc, toi, tu manges combien de fois par jour? Donc, la valeur monétaire de ton alimentation n'est pas sa vraie valeur. C'est pas sa valeur d'usage. Parce que si tu manges pas, tu vas devenir pas très sympa. Or, toi, tu mangeras parce que tu as de l'argent. Si les prix montent, mais eux, ils ne mangeront pas. Donc, vous déconnez tous. On doit garantir l'alimentation qui a une valeur supérieure à sa valeur monétaire. Tu bouffes 3 fois par jour. Tu es un mammifère. Tu n'es pas un agent économique. Donc, entrer dans la culture référendaire, c'est y entrer par des questions compréhensibles, reposant sur du bon sens. Oui, puis je pense sinon les gens ne marcheront pas. Mais c'est revenir aussi à l'essentiel. Je veux qu'on parle d'amour parce que il arrive jamais que vous vous assoyez face à quelqu'un et que ce soit filmé puis que ce mot-là ne sorte pas avant la 15e ou 20e minute. Encore une fois, vous avez réussi ça. C'est un mot qui est central dans votre pensée, dans votre écriture. Puis ça aussi, c'est tout simple. On parlait tantôt de respect, on parlait tantôt de l'essentiel. On dirait que les civilisations qui se développent en oublient l'essentiel. On oublie que des œufs et du poulet, il va nous manquer des œufs et du poulet. Alors que dans les temps médiévaux, des œufs et du poulet, il y en avait. L'amour. Là, il va nous manquer de l'amour. Vous parliez de ce petit garçon qui doit d'abord tomber amoureux d'une dame qui lui apprend à parler pour qu'il l'accepte, pour qu'il tombe amoureux de la société qui l'accueille également. Sans ça, il n'y a rien. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a absolument rien. Je me rappelle d'une entrevue que vous aviez accordée à l'émission On n'est pas couché. Il y avait Tariq Ramadan qui était sur le plateau, puis là, ça s'engueulait. Et à un moment donné, c'était pas votre entrevue, là. Vous aviez votre tasse de thé, et on vous passe la parole, et là, vous dites à Tariq Ramadan, « J'entends pas beaucoup d'amour dans votre discours. Oui. » Et là, lui, il avait roulé les yeux en mode, « OK, on sait quoi, là, on va avoir une discussion de gamin, là. » C'est vrai que l'amour, finalement, on dirait que c'est presque cucu. Au Québec, on dit ça cucu. C'est presque... C'est quétaine. Mais sans amour, il n'y a absolument rien. Il n'y a rien. Rien n'existe. Et politiquement, rien n'existe. L'évêque, c'est un mec qui aime les gens. Il les aime, c'est québécois. Mais il les aime, vraiment. Charnellement. Le 18 juin 1940, dans l'histoire de France, quand Charles de Gaulle lance un appel, c'est un amour immodéré pour la France. C'est pas un calcul. D'ailleurs, ici, ils étaient 3, c'est que c'était pas un bon calcul. Donc,
je le ressens en ce moment dans le mouvement qu'on a embarqué. Dans cette logique référendaire, les gens sont là par amour. Et ce qui est marrant, c'est que ça transcende aussi, pourtant c'est fait pour la France au départ, mais il y a des jeunes codeurs qui sont à Hong Kong. Ah oui. Il y en a qui sont à Kiev, il y a des Iraniens, il y a des... Et Robinson m'a dit que... Votre fils. Oui, mon fils m'a dit, puisqu'il bosse tout sur des écrans partagés, en fait, les très bons codeurs pour des blockchains, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. C'est assez pointu. Et il me dit, Ed, qui est un jeune Chinois, il me dit, Ed, il fait ça parce qu'il m'a dit, mais vous, Français, la Révolution française, c'est votre job. Faites-la, et quand l'outil fonctionnera bien en France, on l'utilisera en Chine. Oh là là. Et lui, c'est un jeune Chinois de Hong Kong. Et il aime sa Chine. Il a envie d'une évolution. On a des gens de tas de pays parce que les peuples qui ont un problème de déconnexion, il n'y a que ça sur Terre. C'est très compliqué de connecter la base d'un pays et Est-ce que c'est parce qu'on est trop sur nos téléphones? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour qu'on perde contact avec les autres? Je sais qu'on se regarde moins dans les yeux maintenant. Pour être amoureux de ceux qui constituent la même société que celle dans laquelle on vit, il faut encore avoir ce contact-là avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez 60 ans à peu près. Vous avez vécu dans un monde sans Internet, sans écran comme ça. J'imagine que c'était mieux avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était pas mieux. Non? Mais en revanche, il y avait des... Moi, j'ai grandi dans un monde où pour les adultes, l'amour comptait. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, mon père m'a dit que la grande affaire de ma vie, ce serait de rencontrer une femme. Donc, je savais qu'il y avait un truc... Le plus beau voyage, c'était ça. Oui, c'était ça. Et que je sais pas, en tout cas, chez nous, on parlait d'amour. Donc, je savais que ça allait être la grande affaire. Et il y a eu un moment, une sorte de dérapage très bizarre avec toutes les applis de rencontre. Parce que toutes ces applis, elles reposent sur des logiques affinitaires. Vous aimez jouer au tennis, vous aimez le poulet tzatziki, vous aimez la bouffe thaï, donc baiser ensemble. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Ce qui est d'une rare connerie. Parce que c'est quand on y pense, c'est quand même c'est une débilité absolue. Je veux dire, l'enlacement profond de deux êtres qui vont devenir ensemble et qui vont être une force de transformation à la fois de leur vie et de leur univers et de ce qui les entoure, ne repose pas sur le fait qu'on aime jouer au tennis. C'est un détail. Oui, c'est ça, c'est une connerie. Oui, c'est une connerie. C'est une connerie, là. C'est 5 dimanches pendant un été. Oui, là. Oui, voilà. Il reste tout le reste. Et qui n'ont pas forcément du sens. Il reste tout, quoi. Donc, et puis, c'est très souvent des élans très inconscients qui s'expriment. En tout cas, il y a eu un moment où on s'est dit, tiens, on est en train de sortir du sacré. Or, l'amour, c'est sacré. Cette forme d'éblouissement, d'enthousiasme, c'est de l'ordre du sacré. Moi, je remercie beaucoup les équipes qui bossent là. Parce que je leur dis toujours, mais merci, parce que c'est un acte d'amour incroyable. De croire que le citoyen est digne d'être tenu en haute estime. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que les autres sont des cons. Mais les vraies marques d'amour, en plus, M. Jardin, c'est dans les temps troubles. Oui, qu'elles sortent. Non, mais attendez, parce que quand tout est facile, aimer, c'est facile. Oui. Parce que tout est facile, donc forcément. Mais quand on regarde par la fenêtre, là, en plus, aujourd'hui, il pleut. Mais s'il pleut, que les gens ont la mine basse, que les gens ne se parlent plus, que les gens veulent s'entretuer, que les gens pètent tout ce qui bouge quand quelque chose ne va pas, c'est là qu'être amoureux est un geste héroïque, courageux, engagé. Alors, amoureux, c'est encore plus beau, mais d'avoir un lien affectif. Il m'est arrivé un truc il y a 3 jours. Il y avait un match de foot énorme ici. Ouais.
l'équipe Victoire du PSG. Ouais. Oui, qui gagne un match européen énorme, et émeute dans Paris. C'est tellement dingue que je ne peux pas rentrer chez moi. Dans le bas des Champs-Élysées, je ne pouvais plus accéder. Il y avait des marées humaines. Puis je me suis dit, tu vas prendre un coup de couteau. C'était vraiment inquiétant. Ils commençaient à défoncer les supermarchés. Je pars et je me dis, je vais aller vers un autre quartier, Montparnasse. Et en chemin, je tombe sur une femme qui me regarde et qui me dit, Monsieur Jardin, les gueux, le truc, les référendums, ça arrive quand ? Et je lui raconte que je n'ai pas pu rentrer chez moi. Et elle me dit, venez donc dîner chez nous. Et je me retrouve dans un truc insensé, dans un jardin, au cœur de Paris, au bord d'une piscine, à dîner, chez ces gens. Et là, le dîner, on parle des référendums. Et puis à un moment, je dis, on entendait les tirs de mortier, vraiment Paris, c'était n'importe quoi. Voilà. Et puis quand j'entends moins de tirs de mortier, je sors, et il y a quand même des foules qui étaient... Et puis le métro était fermé. Je me dis, merde, comment tu vas rentrer ? Et j'arrive à un feu, et il y a un énorme motard qui me dit, Alex, je me suis battu avec toi contre les ZFE. Je faisais partie des motards en colère. C'est un mouvement qui nous aidait. Monte, je te ramène chez toi. C'est beau, ça. Et me voilà derrière un énorme biker, dans les foules qui pétaient tout, dans Paris à l'envers, et il me ramène chez moi. Et les gosses qui saccageaient tout n'ont pas osé s'attaquer au biker. Mais il y avait un truc de fraternité de gens qui se sont battus pour quelque chose. Mais vous réalisez que vous avez quand même dû commencer en me disant, il m'est arrivé un truc de fou, pour me raconter un geste, pour me raconter une série de relations qui, dans un monde civilisé, un monde qu'on doit presque appeler ancien, en fait, c'était normal. Oui, d'aller dîner chez des gens et besoin d'un accompagnement. Oui. On part de loin, là. Et pourtant, cette société comme ça qui se rend service, au Québec, on la trouve très facilement dès qu'on quitte Montréal. Oui, parce que là, j'allais vous dire, vous êtes peut-être dans une mythologie, parce que Montréal, les villes, c'est les villes. Là. Les villes. Vous pourriez parler de Paris depuis tantôt, puis je pense à Montréal depuis tantôt. Les rapports sont comme ça. Hein. C'est la même affaire. Je veux dire, si la voiture est sur le bord de la route, la première s'arrête en Abitibi. Ouais. Mais en région parisienne, non? En fait, pas en région parisienne, mais dans les provinces françaises. Ouais. Alors, pas autant qu'au Québec. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai un terrain sur lequel j'ai planté des agrumes, et comme je m'occupe de tout ça, je n'ai pas pu entretenir le terrain. Et après une émission où je défendais les gens, il y a un agriculteur de mon village qui me dit, on est passé hier. On a nettoyé ton terrain. C'est beau. Ça fait plaisir, ça fait quelque chose de plus que de se faire donner, je ne sais pas, un gros montant d'argent. En fait. Oui. Ça vient du cœur. J'étais extrêmement touché. Je lui ai dit, mais je te dois combien ? Truc. Il me dit, mais t'as foutu du pétrole, le pétrole est hors de prix en ce moment. Et il m'a dit, mais non, attends, tu nous défends, on s'occupe de tes citrons. C'est la moindre des choses. Tantôt, vous avez dit, là, vous me dites si vous voulez aller là ou pas, là, mais vous avez dit, j'ai été divorcé, j'ai des enfants, pas tant d'argent que ça. Alexandre Jardin, c'est quand même l'écrivain de l'amour. Là. C'est beaucoup de romans d'amour, des belles histoires d'amour, la femme vie, qui se retrouve dans une œuvre. Pourtant, on dirait que ça semble être compliqué. Là, vous avez trouvé quelqu'un, on va laisser la personne tranquille, ça vous appartient. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de, je ne sais pas si c'est une expression que vous utilisez en France, cordonnier mal chaussé? J'écris sur l'amour, je suis le romancier de l'amour, et quand je parle d'amour, waouh, tout le monde doit s'imaginer que moi, c'est l'amour avec un grand A, puis que ça se trouve facilement, que ça se conserve, que ça se garde. Et dans la pratique, comment vous expliquez ça? S'il y a telle chose qu'un décalage entre ce que vous avez écrit et ce que vous vivez? Probablement parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'écrivais beaucoup, mais en réalité, je n'avais pas compris que c'était un éveil.
Je n'avais pas compris que quand on rencontre vraiment un être qui vous fait sortir, qui vous réveille, vous entrez dans l'essence même de l'amour. Que c'est donc pas une émotion, que c'est pas un lien affectif. C'est infiniment plus. C'est un autre rapport au monde. C'est une forme de réveil très profond. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, qui est très inspiré de la femme fondamentale qui est rentrée dans ma vie. Le dernier, là. Oui, la femme qui inventa l'amour. Mais pendant très longtemps, j'étais un peu prisonnier quand j'écrivais Fanfan ou l'idée gauchée, j'avais pas compris cet éveil-là. Et en fait, c'est pas que je ne voulais pas, c'est que ça m'était jamais arrivé, tout simplement. Donc je n'en avais pas une connaissance intime. Mais vous réalisez quand même que pour beaucoup de lecteurs, ce que vous appelez une incompréhension de ce que c'était que l'amour, c'était déjà bien. C'est-à-dire que... Non, mais c'est fou. On lisait vos livres, puis on se disait, waouh, c'est beau ce que c'est que l'amour pour lui. Et pourtant, aujourd'hui, vous nous dites, c'était pas ça l'amour. Là, je sais ce que c'est. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup évolué. Non, mais la pâle copie, la version brouillon de ce que c'était que l'amour, c'était déjà le propre. C'était déjà pas mal. Mais je suis plus du tout d'accord avec mes anciens héros. Lezem ne comprend rien à sa femme. D'ailleurs, il en meurt. Et rater la réalité de sa femme, c'est quand même pitoyable, quoi. Je l'aime beaucoup, ce Lezem, mais il fait ce qu'il peut. Il correspond à mon stade de conscience à 23 ans. Mais il y a mieux à faire. Vraiment. C'est pour ça que je continue à écrire sur l'amour. Parce que c'est beaucoup plus étonnant que ce que j'avais imaginé. On dit tomber amoureux. Hein? Oui. Il faut tomber. Moi, j'entends des gens des fois dire « je me suis casé, j'ai trouvé la bonne personne ». On parlait tantôt du tennis. Là. Elle aime le tennis, j'aime le tennis. Là, tu te dis « mais tu t'es trouvé... tu t'es trouvé un jacket, là, tu t'es trouvé un manteau. » Oui, voilà. Non, mais c'est pas ça. Tu t'es trouvé un objet. Là, mais tomber amoureux, puis vous parliez de sacré tantôt. C'est un mot. Waouh, sacré, c'est religieux, c'est divin. C'est quoi être amoureux? Est-ce qu'il y a une journée où... C'est se réveiller. C'est fondamentalement se réveiller. Alors, on peut tomber amoureux dans un couple. On voit bien qu'en politique, on peut se réveiller. On voit bien qu'on parlait de l'évêque. C'est un homme qui s'est réveillé. Je dis ça parce que le fond de la nature de l'évêque se révèle quand il a 22 ans, quand il va ouvrir Dachau. Il fait partie de l'armée américaine et il fait partie de ceux qui ouvrent la porte. Les journalistes, oui. Ouais. Et il découvre Dachau. Et il ne va plus jamais marcher avec la violence. Donc c'est un des rares leaders indépendantistes de l'après-guerre qui l'a vu, le cœur de la violence. Et il n'ira plus jamais. Et on sent qu'il y a une sorte d'éveil chez lui, dans le rapport à la violence. Alors, il y a eu des tendances au Québec à un moment lui, il n'a jamais joué à ça. Vous voulez dire qu'il y avait une partie du mouvement nationaliste qui était antisémite, là. Un peu comme partout, là, dans toutes les sociétés occidentales. Mais effectivement, l'évêque est entré à Dachau, est revenu, et pourtant devenu le leader d'un mouvement indépendantiste, mais était conscient des limites à ne pas franchir. Il les franchit pas. Il ne faut pas passer cette limite-là. Il les franchit pas. Et il a réussi l'exploit de dire, mais venez quand même. Parce qu'il y avait des gens qui, par peut-être chantage ou par crainte, disaient, dès qu'on s'en va par là, on est mené là-bas. Et il disait, c'est effectivement là-bas, c'est effectivement dans ce chemin-là, mais si on s'arrête, c'est la plus belle destination du monde. Oui. Et même quand Trudeau, père, déconne, vraiment, en 70, quand il envoie l'armée, quand il déconne complètement, quoi, l'évêque ne rentre pas dans le jeu. Hein.
c'est un homme éveillé. Et là, manifestement, le Trudeau d'avant, là, il y a un moment, il devient fou, quoi. Quand il commence à arrêter les gens à Montréal, à envoyer l'armée, les hélicoptères. Moi, quant à moi, il a viré fou avant Trudeau, mais bon, moi, je suis pas du tout fan, donc... Non, mais... Mais je comprends ce que vous voulez dire, c'est il y a un passage à l'acte pas possible, quoi. Oui, en octobre 70, oui. Et l'évêque qui rentre pas là-dedans. Il y a une forme de conscience supérieure. Oui, absolument. C'est quoi la plus belle qualité chez un homme? Sa capacité d'amour, forcément. Quel que soit l'objet de l'amour, quel que soit un enseignant qui aime profondément ses élèves. C'est drôle, en venant, j'étais dans le métro. Et il y avait une femme qui accompagnait 15 petits. C'était touchant, je ne sais pas d'où ils venaient. Il y avait plein de gamins blacks. Les mamans avaient fait des... Et on sentait qu'il y avait... J'ai senti qu'elle aimait les gamins de sa classe. Et je suis venu lui parler, elle m'a parlé de lire et faire lire. C'était clair qu'elle ne faisait pas de la garde d'enfants, qu'elle les aimait. Comme les siens. Ouais. C'était les siens. Oui, elle les aimait. Et on le voit. Hein. Et d'ailleurs, on a eu, quand on était enfant, on a eu des profs qui nous ont aimés, qui ont aimé profondément nous transmettre. Et ce n'était pas du tout les mêmes. Pourtant, l'acte technique, en principe, le programme était le même. Non, pour moi, c'est la plus grande qualité. C'est l'intention profonde. Au fond, c'est l'intentionnalité profonde d'un acte qui en fait sa beauté et son poids réel. Là, on est à la veille de la sortie des référendums. Je sais que ce qui va se jouer, maintenant qu'on est en train de régler les derniers problèmes techniques, c'est pas la technicité. Ça va être l'intention profonde. Moi, c'est le désir d'embarquer, de partager Oui. et de le faire pour les bonnes raisons. Oui, pour les bonnes raisons. Donc, et c'est là qu'on va voir, c'est là qu'on va comprendre l'engouement. C'est que quand il y a un peu d'engouement, c'est que, je sais pas, on n'a pas fait l'effort de penser si c'était bon pour les autres. Oui. Mais je vous ai demandé c'était quoi la plus belle qualité chez un homme, parce que ma prochaine question, c'était quelle est la plus belle qualité chez une femme. Mais est-ce que pour vous, c'est la même chose? Non. C'est d'autres bêtes. Ouais. J'adore la phrase de Coluche qui dit « Les femmes, c'est pas des hommes comme nous. » Ah, c'est excellent, oui. En tout cas, non. Dans mon expérience de la vie, je suis beaucoup plus éveillé par une femme. Je ne dis pas que des rencontres d'hommes, d'amitié ne sont pas fondamentales, mais une femme vie, c'est autre chose. C'est un autre mammifère. Ça serait quoi la plus belle qualité chez une femme? La capacité à vivre la totalité de ses facettes. C'est fascinant quand une femme y arrive. C'est un chemin compliqué pour elle. Hein? Oui. Mais quand une femme y parvient, c'est très fascinant. Mais on voit bien que l'exercice est plus compliqué. Pourquoi vous pensez? Il y a peut-être plus de facettes. Et je vois bien que l'intégration de tout ça, qui fait qu'une femme fleurit complètement dans tous ses aspects, c'est un spectacle incroyable quand elle y parvient. Ça peut être très inconfortable pour l'homme, mais c'est un spectacle incroyable. Est-ce qu'il y a des trucs que vous ne pardonnez pas aux gens? J'ai eu beaucoup de mal à pardonner, et d'ailleurs je ne sais pas si je lui pardonne, l'engagement politique de mon grand-père. Pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Des gens très bien ».
Il a été le directeur de cabinet, c'était le bras droit du chef du gouvernement, en 1942-1943, qui collaborait avec le nazisme. Ça veut dire que pendant la saison des grandes rafles, des déportations, il y a eu 70 000 juifs français qui sont morts. Grand-père, et il est vraiment aux manettes. En France, quand vous êtes directeur de cabinet du chef du gouvernement, surtout quand le chef du gouvernement cumule la direction du gouvernement, le ministère de la police, de l'Intérieur, on appelle ça, et le ministère des Affaires étrangères, c'est très puissant. C'est insoutenable. Ça reste insoutenable. Et je ne sais pas bien... parce qu'en plus, c'est pas un salaud. Et pour moi, c'est pire. Ah oui. Si ça avait été un salaud, ce serait... Vous auriez mis ça sur le dos du fait qu'il était un salaud. Un type emporté par la haine passionnelle, qui a une forme de folie. Ça existe. Mais là, c'est pas ça. C'est vraiment un égarement volontaire. Et qui finit par être meurtrier. Et puis c'est le comble du déshonneur. C'est compliqué, ça. J'ai du mal à pardonner ça. Et puis en même temps, on sait bien qu'il faut bien un jour y parvenir. Mais c'est très, très... C'est un des régimes politiques les plus épouvantables de l'histoire de France. Ça m'ennuie quand même de porter son nom. Je comprends. Après, on n'est pas obligé d'accorder notre pardon à ceux qui ne nous demandent pas. Aussi. Oui, aussi. Oui, c'est vrai. Mais franchement, là, ça semble vous déchirer depuis tout ce temps. Vous vous dites, je parle d'amour, mais en même temps, je ne serais pas prêt à lui pardonner. Il ne vous a rien demandé. Il ne vous l'a pas demandé. Et il n'a jamais demandé à personne. Est-ce que vous seriez capable de pardonner à quelqu'un qui vous le demanderait et qui aurait commis une faute pareille? Oui. Dès que quelqu'un fait le chemin. Et puis c'est un signe d'espoir, tout court, lorsque quelqu'un fait un chemin. Au-delà de cette personne. Les gens qui bougent ouvrent le chemin pour d'autres. Ils sont plus importants qu'eux-mêmes. Donc évidemment qu'il faut toujours accueillir ça. Et pardonner à ceux qui, dans la vie publique, jouent avec cynisme, c'est tellement pas bien. Parce que j'ai toujours eu le sentiment que dans toute société, il y a des gens qui naissent du bon côté et qu'on appelle les élites. Bon. Et qui ont donc grandissent dans la culture, dans un niveau de savoir supérieur, de langage. Et j'ai toujours eu le sentiment que ça crée une forme d'obligation morale. Et que le monde ne peut pas avancer si les élites ne se conduisent pas bien. Les sociétés dysfonctionnent, c'est pour ça que j'en veux autant en ce moment, mais il faut que je lâche ça. Mais, vous êtes mal parti, là, parce que ça va s'accélérer. À tous les politiques du centre qui sont censés pas être extrémistes, mais qui ont pété les plombs. Quoi. L'extrême centre? Oui. Ça existe désormais? Oui. Mais qui ont pété les plombs, quoi, et qui sont en ce moment dans une espèce de culture de contrôle à travers les institutions. Je me dis, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Et si les gens qui sont censés être raisonnables ne le sont plus, tout à coup, ils se comportent comme des illibéraux. C'est incroyable, quoi. Ça mérite bien qu'on ne dorme pas beaucoup en ce moment. Vous le faites pour les bonnes raisons. Oui. Avant qu'on se laisse,
Et peut-être qu'on va se recroiser chez Alexandre au Québec. On m'a dit que vous êtes fan. Je vous invite si vous repassez par là. Oui, j'aime bien. Ouais. Mon fils Robinson, justement, quand il était étudiant à McGill... Il allait chez Alexandre. Donc, il connaît M. Creton. Quand je venais je l'embarquais manger... Il y a des steaks très bons. Ouais, mais d'ailleurs, M. Creton, vous serez d'accord avec vous, c'est le propriétaire de chez Alexandre sur la notion de l'amour. Il y a quelques années, lui, il fait presque toute son année pendant une fin de semaine parce que c'est le Grand Prix de la Formule 1 qui passe par Montréal. Et il accueille les mêmes personnes depuis 20 ans sur sa terrasse. Et la Ville de Montréal, encore une connerie municipale, avait interdit la terrasse parce qu'elle ne respectait pas une question de pouce. Et il s'était mis à pleurer à la télévision. Et la journaliste lui avait demandé « Vous pleurez parce que vous allez perdre de l'argent ?» Il a dit « Non, je pleure parce qu'il faut que j'aille voir ces gens qui viennent depuis 20 ans sur ma terrasse et que je leur dise d'aller ailleurs. » C'est pas une question d'argent, c'est une question de perdre ce respect-là de leur part, de ne plus être fiable, de ne plus être le rendez-vous obligé de ces gens-là. Donc, voyez-vous, tout est dans tout. J'ai dit tantôt qu'on allait parler de votre capacité presque surnaturelle d'avoir espoir et d'être optimiste. Des fois, je me dis, comment il fait? Tout ne va pas. Et il dit, non, mais on va gagner. Vous dites ça, on va gagner. Est-ce que ça part d'une certitude ou c'est pas un peu une poussée que vous vous donnez? Non. Raisonnablement, les guerres finissent. Et raisonnablement, j'ai suffisamment de culture historique pour savoir que quand on est au fond du trou, ça se retourne très très vite. Si on avait cette conversation en janvier 1943, à Paris, là, même quartier, on n'aurait pas eu le moral. Janvier 1943, les crématoires brûlent les gens par centaines de milliers. Le front de l'Est est une boucherie. Tout est épouvantable. Partout. L'Asie est à feu et à sang. On n'aurait pas eu le moral. On aurait eu faim. Et on n'aurait pas eu le moral. Et puis si un type ou une fille était rentré dans le bar et avait dit « Détendez-vous, il n'y en a plus que pour 6 mois. Après, il y a 30 ans de croissance, les Beatles, les Bee Gees, Claude François, Dalida et Bardot. » Tout le monde se serait dit « Il a fumé la moquette. » C'est un dingue. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. 6 mois après, les Américains débarquent. La libération de la France se fait. Finalement, ils ne contrôlent pas la France. De Gaulle recontrôle. Le pays se met en route. Il est sous les gravats et dans un optimisme farouche. Et il y a 30 ans de relativement euphorique. C'est ça l'histoire du monde. Donc moi, je m'attends toujours à ce qu'on... Parce que rien n'enseigne mieux le fonctionnement de la vie qu'un champ de tournesol. Le champ de tournesol suit le soleil. C'est ça le vivant. Donc on est des tournesols. Donc, là, on a la mine basse, tout le monde pense que c'est foutu. Macron, quoi qu'il arrive, dans 300 dodo, est viré. C'est un souvenir. On va basculer dans autre chose. On va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas la guerre civile et l'affrontement des extrêmes. Mais c'est possible. Après les 30 glorieuses, les 40 glorieuses. On peut se taper 40 ans géniaux. La beauté s'en vient. Oui. Et d'ailleurs, peut-être que les Québécois nous piqueront notre application. Mais ce n'est pas des mots en l'air. Il n'y a rien qui est plus contagieux que la démocratie. Donc, on va gagner. Oui. Merci, Alexandre Jardin. Merci à vous d'avoir été là. À mardi prochain.